Salut Yeta, sois la bienvenue. Alors, je vais vous mettre à contribution hein, ce matin, enfin cet après-midi là, ce soir, pour valider en fait que tout se passe bien jusqu'à présent. Hein. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Hein, donc vous pourriez, vous me rendriez un fier service en me disant si ça fonctionne. Voilà. Merci, soyez les bienvenus. Yes, man. Le jeune frère, ça va bien? Sois le bienvenu. Yes, je vais bien, champion. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il en va de même pour toi. Ok, sois le bienvenu, Frangin. Mille merci. Jésus-Christ, sois le bienvenu. Elisa, sois la bienvenue. Bon, écoute, c'est parfait. Je suis content de savoir que ça marche bien. Alors, on a un invité aujourd'hui. Hein. Je vais juste réduire le son un petit peu. Alors, à la demande générale, on a un invité aujourd'hui. Hier, des soucis techniques, en fait, nous ont empêché de le faire passer. Je pense qu'aujourd'hui, ça devrait mieux se passer. Donc, il va nous rejoindre dans pas longtemps, puisqu'il est 20h15, donc nous démarrons, et il prendra le live By the Way. Soyez les bienvenus, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Alors, ce live, normalement, aurait dû se tenir hier, et vous avez certainement noté avec beaucoup de bienveillance, hein, je dois le rappeler, que nous avons eu des difficultés hier, mais par la grâce de Dieu, elles sont derrière nous. Ok? Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous qui viennent d'arriver, et vous rappelez un peu le principe de fonctionnement. C'est que dans cette émission, on fait un point. Voilà, j'ai mon invité qui vient d'arriver. Excellent. Ouais, salam alaikum, Frangin. Sois le bienvenu. Je vais juste faire une petite correction sur ton nom. Par contre, on n'a pas l'image. Hein. Non, pas pour le moment. Voilà, c'est bon. C'est parfait. On t'a en live là, on te voit bien. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Alors. On est en ligne là? Ouais, on est en ligne. On avait un peu de Cherlot en attendant que tu arrives. Et maintenant que tu es là, on va rebasculer en fait sur la discussion. Sois le bienvenu, Ibrahim Malitoun. Je te reçois avec beaucoup de plaisir. Je dois rappeler en fait que
Alors, j'arrête le son. Je dois rappeler que c'est à la demande générale de la plupart de ceux qui suivent ce live, donc des inconditionnels de ce live, que je t'ai invité à nouveau pour partager avec nous sur l'actualité extrêmement riche. Je pense que ça ne t'a pas échappé, extrêmement riche de ces 8 derniers jours. Et je dois dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Et je pense que tu en seras sûrement d'accord. Mais avant d'aborder ces choses-là, je te laisse dire bonjour à nos internautes, à ceux qui nous suivent, à nos amis de l'autre côté de l'écran. Sois le bienvenu, Frangin. Oui, mais merci Brice de me recevoir. C'est avec un plaisir vraiment réel et sincère que je participe à tes lives-là. Et j'espère être à la hauteur parce qu'il m'arrive de les suivre très régulièrement et je vois que c'est des lives de très haute facture et que bon, je ne, suis, je ne me sens pas être à la hauteur d'être un de tes invités. Mais bon, comme tu y as contraint, j'y réponds. Je te remercie, Ibrahima. Je sais que ta modestie pourrait en souffrir, mais je crois que tu es probablement l'un des invités les plus prestigieux que nous ayons reçus sur ce plateau. Et d'ailleurs, alors sans plus tarder, je vais te mettre à contribution parce que tu sais, dans notre live, on a des rituels. Et l'un de ces rituels, en fait, c'est de choisir un top et un flop. Hein, d'ailleurs, c'est un terme que tu m'as donné hier et que je te reprends bien volontiers. Alors, le top de la semaine, de ton point de vue, c'est qui? Alors, moi, je l'avais dit hier, et bon, le top de la semaine pour moi, c'est Felwine Sarr. Excellent. Alors, Felwine Sarr, pour non seulement euh, son intervention sur la gestion de l'après-Covid, mais également pour l'ensemble de son œuvre, à savoir la perspective qu'il est en train d'emprunter pour réhabiliter le savoir en Afrique. Parce qu'il était un moment où l'Afrique était assez orpheline de sa mamelle de réflexion, mais aujourd'hui, lui, il est en train de redonner à cette Afrique-là des lettres de noblesse, parce qu'il ne fait en réalité que s'approprier l'injonction ou bien l'invite de Cheikh Anta Diop qui disait qu'il fallait s'armer de science jusqu'aux dents. Et lui, il l'a fait. Et si on explore, si on fait une petite archéologie de cet homme-là, on se rendra compte qu'en plus d'être un brillantissime intellectuel économiste, il est également musicien, il est musicien, donc il a une palette culturelle assez large. Donc, il n'y a pas d'exclusion à avoir une activité artistique, une activité intellectuelle, parce qu'au début, les artistes étaient rangés dans la catégorie des intellectuels. En tout cas, il faut le féliciter pour tout ce qu'il fait, les ateliers de la pensée, ce qu'il fait au niveau de la réflexion africaine, avec aux côtés de Souleymane Bachir Diagne, de Mamadou Diouf, de Mamoussé Diagne. Donc, voilà des grands intellectuels qui sont en train de redonner la voix à l'Afrique sur on va dire, au concert des nations. Absolument. Écoute, je te remercie de l'avoir choisi. D'ailleurs, c'est heureux que tu aies choisi Felwine Sarr, parce que c'est vrai, au-delà de son éclectisme, il y a une espèce de bonheur avec lequel il assume cette polyvalence et cette multidisciplinarité qui fait que véritablement, on est tous admiratifs. Ouais. Je dois dire aussi que avec Achille Mbembe, je crois, puisque c'est l'un des l'un des fondateurs en tout cas des ateliers de la pensée, il tient la dragée haute en tout cas aux intellectuels du Nord. Moi, mon top de la semaine, puisqu'il faut que je réponde dessus, c'est Michel Bachelet. Et d'ailleurs, ça m'a été envoyé un peu par hasard, qui sur la question de l'indemnisation, Michel Bachelet, c'est la haut-commissaire aux droits de l'homme, et sur la question de l'indemnisation des Noirs, elle s'est faite de manière assez... Ah, je t'ai pas entendu, excuse-moi, vas-y. Je t'ai pas entendu. Michel Bachelet qui était présent du Chili. Absolument, Michel oui. Bachelet qui était présent du Chili, donc c'est ça, c'est bien ça. Complètement. Alors, elle est aujourd'hui haut-commissaire aux droits de l'homme, et elle s'est fait le héros un peu improvisé de la question de l'indemnisation des Noirs aux États-Unis et puis en Europe, pour l'esclavage, etc. Et pour moi, c'était une marotte, en fait, c'est quelque chose... Alors, on n'est pas toujours d'accord sur les formes que doit prendre cette indemnisation, mais je trouve quand même que ça vienne d'elle,
avec la position institutionnelle qu'elle a, avec ce qu'elle représente, je veux dire, ça change en fait des Noirs qui, par militantisme, en fait, posent cette question-là, et je t'avoue, ne sont pas toujours très audibles. Voilà, moi, c'était mon top de la semaine, et je te redonne la parole pour le flop de la semaine, de ton point de vue. Alors, moi, mon flop de la semaine, on va dire que j'ai deux flops. Parce que Cool. l'actualité a été assez chargée. Absolument, c'est vrai, je confirme. Alors, moi, mon premier flop, c'est une vidéo que j'ai rencontrée, qu'on m'a envoyée par hasard, d'un juriste établi en France qui était en train de faire une démonstration, mais une démonstration assez littérale et faisait à la limite, c'était du juridisme BA, alors que pour moi, on n'attend pas ça du juriste. Son intervention portait en réalité sur l'éventualité d'un troisième mandat du président de la République, et il en était à rappeler ce que disait l'article 27 du Code de la Constitution du Sénégal, et également une décision du Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas ça qu'on attend d'un juriste. On attend d'un juriste qu'il critique les décisions, qu'il critique les lois et qu'il leur donne une perspective audible. Absolument. Moi, je suis tout à fait contre sa position. Si tu permets, on peut rappeler cette position-là. Je vais le faire écouter en live, avec ta permission, je vais le faire écouter, juste sur la partie en fait de son argumentaire où il revient sur la partie où la décision en fait de la Cour constitutionnelle, des juges constitutionnels en tout cas, emportait de son point de vue une possibilité de troisième mandat, qu'il ne présente pas d'ailleurs comme un troisième mandat, mais comme le vrai deuxième mandat, avec une petite... Bon, mais on l'écoutera tout à l'heure, donc je suis d'accord, c'est ton premier flop. Ensuite, le deuxième flop, et on va l'écouter tout à l'heure parce que je veux te faire intervenir, pas seulement d'ailleurs sur cette partie-là. Ok. Vas-y. Alors, moi, mon deuxième flop de cette semaine-là, c'est vraiment la justice sénégalaise. Ou bien cette justice sénégalaise qui est en train de faire une sorte d'acharnement sur la personne de Cheikh Yérim Seck. Alors, moi, j'avais appris en droit que des minimis non curat. Tu sais, la justice a le défaut d'être le seul des pouvoirs à porter le nom d'une vertu. Complètement. Et lorsque on porte le nom d'une vertu, il faut avoir la dignité de cette vertu. Absolument. Passer son temps, la concomitance entre la sortie de Cheikh Yérim Seck et les poursuites en cascade sont assez suspectes. Et ça me fait dire que cette justice-là est en train de descendre du piédestal de la majesté qu'elle doit occuper. Et ça, c'est mon deuxième flop. Cette justice-là, je crois que... Et elle ne fait pas honneur à l'ensemble des juges que je connais. Moi, je connais la tonne et le quintal de magistrats avec qui j'ai eu à faire mes études de droit, à l'université de Saint-Louis notamment, mais qui sont très intègres, qui sont brillants. Mais il y a un certain nombre de choses qui laissent perplexes sur le déroulé de la justice. Et je ne voudrais pas que la justice soit instrumentalisée par la politique. C'est vrai que le doyen Savatier disait que les décisions de justice ne sont que de doux maquillage de la volonté politique, mais il reste qu'aujourd'hui, on en est une époque où la justice doit sortir de son statut d'autorité pour jouer pleinement son statut de pouvoir. Et maintenant, contrebalancer tous les pouvoirs, comme l'avait enseigné Montesquieu dans le chapitre 27 de l'Esprit des lois. Excellent. Alors, sur cette question-là de Cheikh Yérim Seck et des assauts qu'il subit à répétition de la part de Dame Justice, puisque c'est d'elle que l'on dit qu'il subit des assauts, mais en réalité, on se doute bien qu'il se susurre qu'il n'est pas anodin qu'il subisse tous ces assauts-là aujourd'hui. Et c'est vrai que ça... Enfin, je sais pas, moi, c'est pas tant la justice, moi, mon problème.
que tous les hommes politiques qu'il y a derrière et qui manipulent cette justice-là et qui en font un peu ce qu'ils veulent. Je veux parler par exemple du monsieur et moi c'est mon flop de la semaine, c'est le commissaire Sadio. Commissaire Sadio parce que, alors j'ai lu son texte, il a fait un texte, il a été appelé pour diffusion de fausses nouvelles et injure publique je crois. Je ne suis pas sûr, mais injure publique en tout cas. Moi, au-delà de la qualité du texte qui est, ma foi, quelconque, je trouve quand même qu'il y a une tendance qui commence à être une tendance récurrente. C'est une tendance à insulter, à accabler, à agonir les gens d'injures et d'estimer que on ne doit pas répondre au nom de la liberté d'expression. On peut insulter les gens comme on veut. Il y a eu le cas de Adama Gaye que nous avons tous soutenu, hein, au nom de la liberté d'expression, parce que sur d'autres sujets, il avait été très pertinent. Et je pense qu'on a saisi juste un prétexte de ces injures. Il a prêté le flanc et il a été attrait devant la justice. Et il a subi les rigueurs de Dame Justice. Il y a eu le jeune activiste, j'oublie son nom là, qui semble-t-il est très malade en ce moment, Karim Gueye, Abdou Karim Gueye Kroumkrak, donc qui a été aussi, qui a insulté de manière assez répétée des gens, et pas seulement, il y a l'autre, comment il s'appelle, j'oublie son nom, Hassan Diouf, en fait, qui a aussi insulté, et puis en dernier lieu, on a ce monsieur-là, et ce qui m'étonne, c'est que c'est des gens très dignes, très respectables, parce qu'un commissaire de justice, je rappelle quand même qu'on devient commissaire de justice à l'issue d'un concours extrêmement sélectif et après une carrière, ma foi, plutôt bien remplie. Je m'étonne que ces gens-là, parce que ce n'est pas le premier hein, à flirter comme ça avec la ligne dangereuse, ce n'est pas la première fois que des gens aussi illustres, aussi respectables, se permettent ce type de choses-là. Donc j'étais un peu gêné, c'est mon flop de la semaine, si tu en es d'accord. Alors évidemment, on ne discute pas en règle générale des tops et des flops. C'est pour ça d'ailleurs que je ramène ce sujet-là dans le débat justement pour parler de... Parce que le landerneau sénégalais a l'art de ramener de manière assez subreptice des débats sur le troisième mandat. Parce que je ne sais même pas comment arrive cette vidéo, mais tu vas nous en parler. Mais avant ça, je veux faire écouter à nos amis la vidéo en question pour bien camper le sujet. Donc c'est un monsieur qui parle en fait de la possibilité qui est offerte au président. Alors c'est en Wolof. Hein. Conseil constitutionnel, un second mandat, mais un second, parce que si on est deuxième en droit, moi, troisième mandat, quatrième mandat. Mais si on est second, maître, mais maître, gis naa benn vidéo buy circulé. Macky Sall si boppam président de la République. mu ne Sénégalais bii mooy sama dernier mandat. waaw léegi xam nga foofu wax si loolu foofu laay ñëw. mooy Macky Sall yaak moom ak man ñoo yem ndax loolu suñu constitution bii ma lay wax moom moo indi lu ñuy wax le principe de l'égalité entre les citoyens. waaye Macky Sall moom wax mun na wax loo xam ne xëy na li mu jàngul droit moom moo tax mu di ko wax man li mu jàpp mooy. Voilà. Alors je m'en arrête là. À dessein. Pourquoi je m'en arrête là? Parce qu'on a bien compris qu'il se fait le chantre, en fait, le défenseur de la possibilité offerte au président de faire un troisième mandat. Et je rappelle donc pour nos auditeurs, nos internautes qui ne le savent pas, que l'article 27 de la Constitution dit « La durée du mandat est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. » Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Thioune, en tant que juriste, de cette analyse de ton confrère? Alors, moi, je dis que cette analyse, elle est spécieuse et tendancieuse parce qu'elle se limite à du juridisme béat. Vous savez, se contenter de lire un texte de loi, de rappeler une décision du Conseil constitutionnel ne fait pas de nous un commentateur de la règle de droit. Lorsqu'on se met dans la posture du commentateur de la règle de droit, il faut qu'on critique, si matière il y a, ce qu'il est question d'étudier. Ce dont il est question d'étudier. Alors,
il cite une décision du Conseil constitutionnel. Cette décision du Conseil constitutionnel, moi je dis qu'au regard des principes juridiques, c'est une décision qui est erronée. Le Conseil constitutionnel s'est malencontreusement trompé en prenant cette décision-là et je vais m'en expliquer. Mais avant que je n'en arrive à cette explication-là, il faut que je dise que l'interprétation qu'il fait de l'article 27 est également une interprétation fausse parce qu'elle joue avec les principes de droit, des principes simples qu'on apprend en première année. Et je vais m'en expliquer. Alors, tous les étudiants de première année de droit apprennent un principe qu'on appelle le principe du droit transitoire ou le conflit de loi dans le temps. Le conflit de loi dans le temps, c'est lorsque une loi nouvelle vient avoir le même objet qu'une loi ancienne. Une question se pose de savoir quelle est la distribution juridique qu'il faut avoir pour retenir la règle applicable. Deux situations sont assez simples. La première situation est la situation des situations qui sont nées avant la nouvelle loi et qui ont totalement épuisé leurs effets avant la survenance de la nouvelle loi. Elles sont régies par l'ancienne loi. Ça, c'est clair. C'est ça. Il y a également les situations qui sont nées sous l'empire de la nouvelle loi. Ça, c'est clair. Elles sont régies par la nouvelle loi. Le cas se pose de savoir quelle est la loi applicable à des situations juridiques nées sous l'empire de l'ancienne loi et qui continuent à produire leurs effets sous l'empire de la nouvelle loi. C'est la question. Cette question est réglée par un principe sacro-saint connu de tous les juristes du monde, qui est le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi dispose pour l'avenir, a un effet immédiat et elle ne rétroagit pas. Ce principe-là, il faut que tout le monde le sache. La loi dispose pour l'avenir, elle couvre les faits qui viennent après son entrée en vigueur, elle a un effet immédiat. Dès l'instant qu'elle est promulguée, qu'elle entre dans l'ordonnance non juridique, elle commence à s'appliquer et elle ne s'applique pas au cas passé, sauf dans trois situations. La première situation, c'est lorsque la loi le prévoit elle-même ou lorsqu'on est en face d'une loi pénale plus douce ou bien lorsqu'on est devant des règles de procédure ou de compétence. Dans ces cas-là, on a la rétroaction. Hors ces cas-là, la loi a un effet immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le président de la République, Macky Sall, a un mandat de 7 ans au titre de la Constitution sénégalaise et qu'une nouvelle Constitution vient pour dire que ce même mandat est de 5 ans, le principe de l'application immédiate de la loi voudrait qu'on applique la loi et que son mandat soit réduit d'autant. Simple. Je donne un exemple. Si toi, Maurice, tu signes un contrat de travail avec une société, Tout à fait. la loi du pays qui a cité ce contrat de travail dit que la retraite est à 60 ans. OK? C'est ça. Et que quelque temps après, une loi vienne pour dire que la retraite est à 50 ans. Toi, tu avais 40 ans au moment où, en disant que est en cours et que tu l'as signé au moment où il ne reste pas moins que toi, tu vas 100 ans, parce que c'est ce que la loi dit. C'est ça. Effet immédiat, l'application immédiate du tout. La constitution qui est en vigueur au Sénégal aujourd'hui, c'est la nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution-là devait être d'application immédiate, auquel cas on aurait dû computer le premier mandat de Macky Sall aurait dû être réduit à 5 ans dans le comptage de ces mandats-là, qui ferait que l'article 27 aurait un effet éclatant. D'ailleurs, le meilleur interprète de la Constitution n'est-il pas celui qui l'a commandité, en l'espèce le président Macky Sall, des propres dires du président Macky Sall à travers une vidéo qui circule? Absolument. Il aura fait un mandat consécutif. Donc, sur le plan juridique et sur le plan et éthique, mais également sur le plan politique, parce que le président de la République est intervenu sur cette question-là,
ce juriste-là, il a tort. Il a tort pour deux choses. Il a tort parce qu'il a suivi le Conseil constitutionnel dans une application erronée de la loi et il a mépris un principe d'ordre public qui est l'application de la loi dans le temps, à savoir l'effet immédiat du contrat. Et je renvoie à ceux qui veulent pousser la question aux écrits du professeur Momodou Gadiaga, écrits qu'il avait fait lorsqu'il était question pour Abdoulaye Wade de demander un troisième mandat. Il était l'un des rares juristes à avoir vu la question sous l'angle de l'application de la loi dans le temps, sous l'angle donc du droit transitoire. Donc je renvoie tous les juristes qui veulent voir cette question-là à ce Mais c'est curieux que, en dépit de la clarté de cette question-là, clarté qui procède à la fois de la loi et des mécanismes d'interprétation de la loi, mais clarté qui vient aussi de ce que le législateur, en tout cas le commanditaire de cette constitution, est toujours vivant. Et qu'on peut lui poser la question, et que quand on lui a posé la question, il avait répondu dessus, sans être juriste, il est quand même l'autorité politique suprême. Alors, test 1, 2, 3, test. Est-ce que tu me reçois? Bon, alors, le temps que ça se calme, je vais en profiter donc pour transmettre quelques salutations. Yenad Loshi, Sambou Sangaré, Dibi Anne, Bouyandiaï, Raymond Alexandre Bassan, mon frangin, Yeta Lopi, Elisa Dako. Voilà, donc vraiment, bonjour, bonsoir à tous. Restez connectés. On discute de choses au sujet de l'actualité des 7 derniers jours. On refait le point avec Ibrahim Malik Tioun à la demande générale. 5 points et en 90 minutes, on a l'ambition de faire le tour de l'actualité. Alors restez connectés si vous venez d'arriver. Je crois que ça va bien se passer. Alors mon invité s'est déconnecté. On va donc le reprendre dans quelques minutes. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que tu t'étais déconnecté. Sois le bienvenu. On te reprend en ligne. Ok. Alors, le second sujet sur lequel je voulais avoir ton point de vue, c'est la gestion... Je suis revenu là. Je suis revenu. Exactement. Je suis revenu. Exactement. Non, très bien. Alors, le second sujet sur lequel je voulais avoir ton point de vue, c'était sur la gestion du Covid. Tu sais que dans pas longtemps, je crois le 25 juin, donc dans quelques jours, les enfants retournent à l'école. Et pour moi, c'est un des pans psychologiques les plus importants qui va tomber en fait en remettant les enfants à l'école après un processus qui a vu la fin du... Alors je ne sais pas si le couvre-feu existe toujours d'ailleurs, tu nous diras, mais la fin de la distanciation, alors, fin de l'interdiction de prier dans les mosquées, fin de l'interdiction de circuler dans le transport interurbain, fin de... Alors, il y a eu plein de fins de mesures absolument importantes dans une pandémie de cette nature-là qui sont tombées. Alors, la dernière en date, c'est la réouverture de l'école. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, cette gestion du Covid-là par les autorités sénégalaises? Alors, cette gestion du Covid-là, si on en a fait la genèse, si on revient depuis le début, je crois que des choses qui ont été bien faites dans l'ensemble parce que tout le monde a été pris de court par la survenance de cette maladie-là. Donc, il a fallu, dans un très record, improviser, parce que personne n'avait une jurisprudence qui lui permettait de pouvoir aiguiller son comportement. Donc, tout le monde était dans l'idée, donc c'était le temps de l'improvisation dans tous les pays du monde. Absolument. On l'a fait. Sur l'ordonnance, sur la gestion de la Covid, moi, il y a un point qui m'avait un peu paru bizarre. C'était les ordonnances Covid sur le droit du travail, à savoir le maintien de certains salariés en chômage technique
avec un paiement de salaire de 70% et l'interdiction de licenciement pendant cette période-là. C'est ça. Moi, si tu permets, je vais faire un petit commentaire dessus. Avec plaisir. Le droit du travail connaît ce qu'on appelle la flexibilité. La flexibilité, c'est l'ensemble des mécanismes que le droit du travail met à la disposition de l'entrepreneur pour que, en cas de choc économique exogène ou bien endogène, qu'il puisse réajuster son outil de travail, son outil de production. On lui a donné, à titre principal, la mise au chômage technique, mais également le licenciement pour motif économique. La mise au chômage technique, c'est le mécanisme par lequel on suspend le contrat de travail de certains salariés pour que l'entreprise qui fait face à certaines difficultés, en tout cas notamment liées à son outil de production, puisse suspendre leur contrat jusqu'à revenir à meilleure fortune. Le licenciement pour motif économique est le fait pour une entreprise de faire face à une difficulté économique telle qu'elle ne puisse pas prendre en charge les salaires, auquel cas elle se sépare d'un certain nombre de salariés. Ce sont donc des outils de gestion de la flexibilité, de la difficulté économique. En droit sénégalais, ces outils existent, mais lorsqu'on suspend ces mesures-là, qu'on interdit à l'entreprise de pouvoir recourir à ces outils-là, on pose problème. Parce qu'on est en train de mobiliser la trésorerie déjà précarisée par l'absence d'activité au paiement de certaines charges, alors qu'on n'a pas une activité, donc on n'a pas des produits qui viennent compenser ces charges-là. De deux choses l'une. Soit on précipite les entreprises dans la faillite, donc dans la cessation de paiement, à savoir l'impossibilité pour l'entreprise de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, ou bien on ne fait que reporter le problème. Parce que si l'entreprise a mobilisé toute sa trésorerie pendant une période critique, quel que soit le retour à meilleure fortune, quelle que soit l'intensité de la reprise, elle va ressentir le contre-coup de cette perte de trésorerie qui n'a pas été compensée. Ce qui s'est passé, on a mis en place le PRES, le programme de résilience économique et sociale. Et ce PRES-là, pour qui l'a lu, on renvoie certaines mesures de soutien des entreprises à des discussions à venir. Toutes les fois qu'au Sénégal, on a renvoyé une mesure à des discussions à venir, ça correspondait à un enterrement de première classe. Absolument. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Mais avant, je veux juste t'interrompre là parce que, tu sais, on a une partie justement où je veux t'interroger justement sur l'après-Covid. Et tu préemptes justement avec cette intervention le sujet, mais on va l'utiliser comme transition parce que justement, pour moi, toutes ces histoires-là de mesures prises par le gouvernement et qui font partie des mesures de gestion, sont d'une certaine manière une préemption sur ce qui va se passer après le Covid. Et tu as fait dessus une tribune dans le journal Walfadjri, c'est ça? Oui. Voilà. Justement, qui aborde ces questions-là. Tu fais partie des rares Sénégalais à avoir écrit sur le sujet. Donc, je voulais avoir ton opinion là-dessus parce que justement, avec les conséquences dont tu parles, notamment sur la trésorerie des entreprises qui ont subi cette suggestion-là qui fait qu'ils ne pouvaient pas licencier et qu'ils ont utilisé leur trésorerie à faire ça, qu'est-ce qui peut se passer? Comment vois-tu l'avenir économique de ces entreprises-là? Oui, mais l'avenir économique de ces entreprises-là est plongé dans une incertitude totale, et ceci du fait des conséquences générales du Covid. La première conséquence du Covid qu'il faut remarquer, c'est une sorte de coup de boutoir à la mondialisation. On a chanté la mondialisation sous tous les toits. Mais on a vu qu'avec le Covid, les premières mesures qui ont été prises par tous les États, c'était de fermer leurs frontières, donc de mettre un terme à cet échange mondialisé. Tout à fait. Chacun pour soi, Dieu pour tous, le diable pour les tricheurs. Et donc ça, sur le plan des relations internationales, ça fait le retour de l'État-nation. L'État-nation qui a été chahuté de toutes parts. J'ai fait un article également que j'ai fait paraître dans
les colonnes de Walfadjri qui s'appelait Souveraineté au pluriel, qui a révélé, qui démontre un peu toutes les carences au plan de la souveraineté qui ont été mises à jour par cette Covid-là. Mais ce qui est risible dans l'affaire, c'est qu'on peut presque faire un parallèle entre le virus, entre le coronavirus et la réaction des États. Les médecins ont fini par faire la démonstration que le virus, le corona, en soi n'était pas létal, il ne tuait pas. Mais ce qui tuait, c'était la surréaction inflammatoire du corps humain lui-même pour se protéger, complètement, qui occasionnait donc des embolies pulmonaires. Tout à fait. De la même manière, le problème que tous les États sont en train d'avoir, ça a été la surréaction législative et sécuritaire, et ils sont en train d'en payer le contre-coup aujourd'hui. Mais quand tu dis surréaction, je t'interromps d'un mot. Quand tu dis surréaction, tu estimes que les mesures prises étaient largement au-dessus de ce qu'il fallait, ou elles étaient très en deçà de ce qu'il fallait? Mais quand je dis surréaction, moi j'ai une perspective statistique et mathématique assez simple. Au moment où on avait, en tout cas au Sénégal, le moins de cas, on a pris des mesures surabondantes. Aujourd'hui, on a le plus de cas, on est en train d'alléger ces mesures-là. De deux choses l'une. Soit on avait raison au moment de prendre les grandes mesures, auquel cas il fallait continuer. Soit on n'avait pas raison parce qu'il n'y avait pas une corrélation entre le nombre de cas et les mesures exactes. Donc, ce qu'il faut en déduire, c'est que les premières mesures n'étaient pas de bonnes mesures. Donc, on avait surréagi. Absolument. On a deux cas, on prend la ribambelle de mesures, 1000 milliards, tout ce qu'on veut, et on ferme les écoles, tout ça. Aujourd'hui, on est à 10 morts par jour, et on allège les mesures, de deux choses l'une. C'est ça. Soit aujourd'hui, la réaction d'allègement est la bonne réaction, auquel cas la première réaction était une surréaction, ou bien les mesures qu'on est en train de prendre sont de mauvaises réactions, auquel cas les premières mesures étaient bonnes, mais la conséquence est qu'on est en train d'assister à un suicide collectif. L'État est en train de procéder au suicide collectif parce que, donc, si les mesures sont bonnes, c'est le cas. Donc, parfois, mais là-dessus, moi, je demande... Tu as raison, parce que là-dessus, on a assisté quand même à cette espèce de transition, tu sais, entre rester chez vous et ensuite, on a totalement basculé dans autre chose. Prenez soin de vous, faites attention. Je n'ai pas très bien compris ce changement de paradigme-là, et c'est vrai qu'il n'était pas précédé, en tout cas, d'explication. On n'a pas compris ce qui avait conduit. Et d'ailleurs, je pense que l'une des raisons, et c'est une opinion là-dessus, c'est pour ça que je veux la préciser et la détacher de tout le reste, je pense que l'espèce de, comment on va dire ça, de passivité qu'on a constatée dans les équipes médicales aujourd'hui, qui sont devenues maintenant, qui se sont mises en arrière, et les politiques se sont mis en avant, procède aussi de la non-adhésion à ce qui est en train d'être fait. Dr Aloïs Diouf, au début de la crise, est là, refuse un poste, etc. Et puis quand les choses sont en train d'empirer, c'est le moment qu'il choisit pour partir. Non pas que je lui reproche d'être parti, parce que je pense d'ailleurs qu'il avait le droit d'être parti, et que c'est un patriote, et que c'est un poste prestigieux, et qu'il pourra continuer à servir le Sénégal. Mais je trouvais quand même, je me disais, est-ce que ce n'est pas le moment aussi où ils ont choisi, on ne peut plus rien faire, puisqu'ils ont décidé d'y aller, laissons-les faire. Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, tout ça? Ça m'inspire deux choses. La première chose, c'est l'absence de politique publique de l'urgence et de la crise. Tu sais, même en France, ils ont connu ce débat-là. En France, ils avaient une structure qui s'appelait l'EPRUS. L'EPRUS, qui était un établissement public en charge des situations urgentes, sécuritaires et médicales. C'est ça. Mais au Sénégal, on n'a pas cette politique publique d'anticipation, en tout cas de réponse rapide à une situation inédite ou à une situation imprévisible. Complètement. Ça, c'est la première chose qui a été révélée. La deuxième chose, elle est un peu plus politique, c'est le rapport, la survenance d'un cinquième pouvoir, qui est le pouvoir expertal. J'ai eu à dire dans un plateau de télévision que aujourd'hui, ce sont les experts qui décident. Ce sont, en France, c'est le comité scientifique. Aux États-Unis, on a vu
que la cote de popularité de Trump baisse lorsqu'il ne suit pas l'avis des médecins. Un peu partout, on a vu que Boris Johnson, au début, faisait son hurluberlu, mais après, il est revenu à de meilleurs sentiments parce que lui-même, il a chopé le Covid, et après, il a fait qu'appliquer ce que lui disaient les médecins. Mais ça, c'est un gros problème en sciences politiques. Oui. Il est vrai que le pouvoir expertal est un pouvoir d'influence, mais est-il pour autant un pouvoir de décision? Est-ce que les experts, quelque scientifiques soient-ils, quelque extraordinaires dans leurs recherches et dans leurs prescriptions soient-ils, doivent se substituer au pouvoir politique pour décider? Il se réalise un conflit entre la légitimité scientifique et la légitimité politique. Or, la légitimité scientifique n'est pas une souveraineté à décider. Non, elle ne donne pas le droit de décider. Elle donne le droit de conseiller. Et ce rapport-là, il faut qu'on le pose. Il faut qu'on le pose en quoi faisant? En essayant d'aménager un cadre pour la prise en compte de la position des médecins, des scientifiques, parce que ça aurait été un séisme, on parlait aux géologues, ou bien aux océanologues, ou bien aux vulcanologues. Oui, mais en fait, tu sais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que de mon point de vue, en fait, tu considères que d'un côté, il y a le pouvoir expertal, alors que lui-même était divisé. Tu vois, on a eu, de mon point de vue, pour me tromper, on a eu trois sources du pouvoir expertal. Le pouvoir qui vient des médecins, qui traitent les malades, le pouvoir des chercheurs, qui eux sont dans une approche plus théorique, et le pouvoir des pharmaciens et de l'industrie pharmaceutique, qui est dans une démarche, elle, plus financière. Et c'est là, moi, que dans le pouvoir expertal, et je pense que tu as raison de poser cette question-là sous l'angle de la légitimité. Quand on est, et il s'est même posé au niveau de la religion, cette question-là de la légitimité comment on va dire, à recommander quelque chose ou à interdire quelque chose, notamment dans le cadre de la prière en groupe. Mais chaque fois que dans ces questions-là, la concurrence est intervenue entre deux légitimités ou deux expertises, c'est l'expertise politique qui l'a emporté. Toujours qui l'a emporté. Et le problème, et c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs, attends, je vais aussi l'annoncer, parce que c'est important. On va faire un point sur la question de la science en temps de Covid. Et c'est un sujet qui nous taraude depuis longtemps, sur lequel nous échangeons, et nous considérons qu'il y a matière à dire et à boire et à manger. Alors, si vous pensez que c'est une bonne idée de faire ce live sur la science en temps de Covid, mettez-nous dans les commentaires que c'est une bonne idée, de sorte à ce qu'on le prenne en compte et qu'on le planifie avec Ibrahim Maliktoun, qui est tout à fait disposé à le faire, et qui par la force des choses est devenu un expert des questions de gestion de la pandémie, comme nous l'avons tous noté, parce que la quantité de connaissances qui a été produite sur ces questions-là, dans les délais où ils ont été produits, est historique. Je ne sais pas si tu en es d'accord d'ailleurs, Ibrahim Maliktoun. Oui, j'en suis d'accord, parce que la période de crise est toujours propice à ces genres de production. Mais il faut distinguer dans la période de crise, sur le plan psychologique, ce qu'on appelle peur et angoisse. L'angoisse, c'est la crainte de ce qu'on ne connaît pas, alors que la peur est la crainte de ce qu'on connaît. Mais toutes les fois que l'homme est tétanisé par ça, même physiquement, il y a une surproduction d'adrénaline qui lui fait se rendre capable de choses dont il n'est pas capable d'ordinaire. Absolument. Donc c'est ce même phénomène qui a été à l'œuvre sur le plan de la production intellectuelle. C'est ça. Alors, nous, on va donc planifier ce live-là sur la science en temps de Covid, et ça nous permettra d'examiner alors, ce qui s'est passé. Parce que tu vois, aujourd'hui, et moi c'est ça qui me semble un peu particulier, je voulais avoir ton opinion là-dessus, c'est qu'ailleurs, en France notamment, il y a une commission d'enquête parlementaire qui aujourd'hui fait le point sur ce qu'il s'est passé dans la réaction politique et dans la manière dont on a organisé la riposte au Covid. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de souhaitable au Sénégal, et est-ce que c'est quelque chose de possible d'avoir cette commission d'enquête parlementaire-là pour faire le point sur ce qui s'est passé, même si d'aucuns se disent on fait une commission d'enquête quand les choses sont terminées. Or, on a de la peine à dire que c'est terminé puisqu'on voit les chiffres grimper de manière assez affolante. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
moi, je crois qu'il est tout à fait urgent et nécessaire de mettre en place cette commission d'enquête parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il relève du rôle normal de l'Assemblée nationale de contrôler l'action gouvernementale. Complètement. Ce contrôle est d'autant plus urgent et d'actualité que les pouvoirs de cette Assemblée nationale ont été mis entre parenthèses du fait de la légalité de crise issue des mesures d'état d'urgence qui ont été prises par le président de la République. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a l'état de droit donne la possibilité qu'on aménage la légalité par une restriction des libertés et par un amenuisement des pouvoirs de certaines institutions dans des cas de péril imminent pour tout le corps social et qu'on positionne le président de la République comme étant celui qui est le dépositaire général de la volonté populaire. C'est ça. C'est ce que théoriquement on a appelé en droit constitutionnel américain la théorie des implied powers. C'est-à-dire plus quelqu'un a de responsabilités, plus on lui donne des pouvoirs. Donc les pouvoirs sont une fonction croissante des responsabilités qu'on peut avoir. Et donc il était normal qu'en cette période-là, on ait une seule voix qui parle, qui donne la direction, et cette seule voix qui parle, qui donne la direction, est fondamentalement d'ailleurs la seule personne qui est capable de parler au nom du peuple, parce que le peuple, il n'y a pas une notion plus abstraite que ça. Absolument. La seule personne dans un pays capable de parler au nom du peuple, c'est le président de la République, parce qu'il a été investi là où il est par le suffrage universel. Comme son nom l'indique, il y a une universalité des Sénégalais qui ont mis un dépôt de confiance et de légitimité entre ses mains. Sous ce rapport, il est le seul à pouvoir y parler. Mais ce dépôt-là est organisé dans un état de droit de telle sorte qu'il est fragmenté entre trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Absolument. Mais en période de crise, il y a un aménagement de la légalité qui fait que tous ces pouvoirs sont mis en veilleuse et seul le pouvoir du président de la République émerge. Mais une fois qu'on a fait ça, et que ce que l'Assemblée nationale devait faire, on l'a transféré au président de la République à travers la loi d'application, il est tout à fait normal qu'on fasse le bilan de ce qui a été fait. Ça, c'est une première chose. Absolument. La deuxième chose, c'est que l'Assemblée nationale, ce n'est pas une tradition affirmée au Sénégal, parce que les commissions d'enquête parlementaire, on ne les fait qu'en cas de grosse catastrophe ou de grosse polémique. Exactement. Mais c'est le travail normal. Une commission d'enquête nationale, une commission d'enquête doit se tenir sans même qu'on en entende parler. Ça doit être normal. C'est normal au sens où l'entend Mamoussé Diagne. Mamoussé Diagne dit que, Émile Durkheim dit que ce qui est normal, c'est ce qui existe dans tous les phénomènes sociaux observés. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est congénital et qui est consubstantiel à une société. Et Mamoussé Diagne redéfinit ce concept de normalité de Durkheim en inactualité. Mamoussé dit que c'est de l'inactualité. Une chose est inactuelle lorsqu'elle est de toutes les actualités. Le in étant privatif sous ce rapport-là. Complètement. Donc, complètement. Donc pour moi, mais le travail... Là-dessus, regarde, en fait, tu poses quelque chose d'intéressant parce que j'ai un de mes grands frères, justement, qui te fait noter. Il t'interpelle en disant, c'est Raoul Lionel Ehemba, il dit, Macky sait mieux que tout le monde qu'il ne pouvait pas faire 7 ans après cette loi. Il nous ramène un peu en arrière. Et il nous fait quand même poser la question de, finalement, dans cette... vous avez toute autorité, mais vous avez quand même une autorité au-dessus de vous. C'est le peuple. C'est le peuple qui est avant, mais c'est lui qui est à la fin aussi. L'alpha et l'oméga en République, c'est le peuple. Et puis un peu plus loin, il te dit, monsieur, vous êtes brillant et lucide. 5 cas, on ferme les écoles, décrète un couvre-feu à partir de 20h, limite le nombre de passagers et ferme les lieux de culte, etc. Et à présent, plus de 1000 cas, on lève toutes les mesures. C'est l'histoire du monsieur qui était sur le pont du navire et qui est surpris par la pluie, plonge dans la mer pour ne pas se mouiller. N'importe quoi. Alors évidemment, je trouve absolument savoureux cette manière de présenter les choses. Et puis, Jean-Christophe te dit, il faudrait que nos dirigeants soient des spécialistes et des scientifiques, plutôt que des connards qui sortent de grandes écoles d'administration ou de grandes familles. Bon, un peu vif, mais voilà, c'est aussi comme ça, et c'est le débat sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu veux leur répondre quelque chose ? Oui,
je vais les remercier de ce qu'ils disent, mais c'est cette perception qu'il faut avoir. Mais le point sur lequel je voudrais intervenir, c'est le point que tu as levé. Moi, je fais partie des juristes qui n'ont pas la naïveté de croire que le peuple existe. Moi, je crois que le peuple n'existe pas. Tu sais, Maurice, en 1789, lorsqu'on a préparé la Révolution française, il y a un abbé qui s'appelle l'abbé CS qui avait traité de la nation, la notion de nation. Oui. Il n'y a pas de notion plus abstraite que nation et peuple. En réalité, toutes les fois qu'on dit peuple, c'est une portion du peuple. Oui, forcément. Le peuple ne s'est jamais exprimé de façon unitaire et unanime. Complètement. Donc, ce qu'il faut que nos démocraties reviennent à des réalités pragmatiques. Il faut qu'on sorte de toutes ces théories qui ont été apprises dans les bouquins de Maurice Duverger et de Pascal Chantebout. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on revienne à des réalités, à de la démocratie un peu plus directe que ça. Aujourd'hui, pourquoi les activistes au Sénégal, qui font actuellement le tempo de l'actualité sénégalaise, n'ont aucune façon de participer aux institutions qui vont fonctionner ce pays-là? Quand même, ces gens-là, ils veulent... Même si je ne suis pas d'accord avec tout le monde, je ne suis pas d'accord avec Karim Soukara, je ne suis pas d'accord avec le commissaire insulteur, je ne suis pas d'accord avec... Bon, mais ils ont le mot à dire. Il faut aménager un espace pour qu'ils parlent. Sinon, ce qui va se passer, ils vont parler dans la rue et ils vont mettre le feu à ce pays. La démocratie doit se réinventer. Je renvoie aux écrits de Pierre Rosan Vallon sur cette question-là qui s'appelle le bon gouvernement, mais qui est une théorie assez succulente et sublime de ce que devraient être nos démocraties actuelles. C'est des démocraties repensées autrement, repensées à travers la réalité virtuelle et numérique, repensées à travers le post-parti, parce qu'aujourd'hui, on est à ce qu'on appelle la démocratie post-partidaire. Les démocraties n'existent plus au travers des partis. Macky Sall n'est pas venu au pouvoir parce qu'il avait un parti structuré. Pas du tout. Ousmane Sonko n'est pas en train de devenir le leader de l'opposition parce qu'il a un parti structuré. Non. Très clairement. Il se trouve que le parti est, d'un point de vue formel, la structure d'exercice la plus usitée, mais d'un point de vue substantiel, on voit des rassemblements d'affinités électives autour d'une personne. Ce n'est que ça. Le parti est mort. Mais il faut qu'on repense un peu nos démocraties sur toutes ces choses-là. C'est ça. Alors maintenant, sur un autre sujet, parce que je veux t'amener sur deux autres sujets. Tu as certainement suivi l'affaire Lamine Diack, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors moi-même, je t'avoue que je connaissais l'homme, mais je n'avais pas vu en fait toute la sympathie qu'il charriait et cette espèce de notoriété spontanée et de bienveillance que les gens ont quand on évoque son image, son sujet et les problèmes, donc ce qu'il est en délicatesse avec la justice dans une affaire de corruption présumée, en tout cas alléguée par la FIFA, son ancien employeur, et il a sur le dos aussi l'actuel directeur général de la FIFA, Sébastien Coé. Donc voilà, il y a cette affaire-là, et dans tout ce charivari, moi, ce qui avait interpellé mon attention, c'était le silence presque monacal avec lequel l'État du Sénégal, assez paradoxalement, avait accueilli cette question. Je ne doute pas qu'il a dû faire peut-être des choses, mais on n'a pas vu ce que l'État a fait pour, comment on va dire, tirer des griffes de la justice française son compatriote, qui avait quand même été quelqu'un qui avait beaucoup contribué dans l'avènement du régime actuel. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, avant toute chose, moi je vais faire un plaidoyer pour Lamine Diack. Écoutez, M. Lamine Diack est l'une des figures les plus respectables que le Sénégal ait jamais eu. Voilà un digne fils de cette république-là, qui a tout donné à la République sénégalaise et qui jamais de près ou de loin n'a été mêlé à aucune fourberie ou à aucune action contestable. Tout à fait. Aujourd'hui, du haut de ses 83 ans, c'est ça. Et qui est détestable, et qu'aujourd'hui, il y a une justice internationale qui est créée,
une justice européenne qui est créée et qui a le doux plaisir de s'attaquer exclusivement aux Africains. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner quelques exemples. La Cour pénale internationale passe son temps à juger des crimes contre l'humanité, mais on n'a jamais parlé d'une Cour internationale qui aurait attaqué George Bush pour le massacre qu'il a fait en Irak et tous les mensonges qui l'ont étayé, les mensonges de Colin Powell. Ça n'a jamais été fait. Absolument. Aujourd'hui, la France a eu une implication malheureuse et malencontreuse sur l'affaire de la Côte d'Ivoire. Il se dit d'ailleurs de la part de certains que le véritable président élu serait Gbagbo, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour le juriste que je suis, après avoir écouté la première motivation de Yaoundé pour déclarer Gbagbo président, je crois qu'aucune autre démonstration ne peut contester cela. On peut subordonner que la deuxième démonstration a été faite sur des contraintes. Mais ça, l'histoire en jugera. C'est ça. Mais qu'est-ce qui... Mais on a bien jugé Hissène Habré au Sénégal. Pourquoi on n'a pas jugé tous ces présidents-là au Sénégal ou en Afrique? Tout à fait. Donc, moi, je trouve cette manière de faire assez détestable. Et il y a le principe de la compétence universelle là, qui a été voté en droit international public, mais les juridictions sénégalaises ne s'en saisissent jamais pour juger des Français autres. Non, ça, moi, cette affaire-là, c'est le premier sentiment que ça réveille chez moi. C'est bien. Alors, je veux juste te donner un autre élément parce que on voit quand même des présidents, des chefs d'État ne pas hésiter. Dans l'affaire de l'Arche de Zoé, par exemple, on a vu des gens qui étaient prévenus de choses qu'ils avaient faites, de rapt d'enfants. Ils allaient les enlever, ces enfants, au nom de bons sentiments, que les enfants n'avaient pas de parents, etc. En dehors, en marge de toute procédure d'adoption internationale, ils allaient emporter des enfants dans un avion sans 2 enfants tchadiens. Et le président Sarkozy n'a fait ni une ni deux. Il est allé les chercher, il les a mis dans leur avion et il les a ramenés en France. Alors, on nous raconte des histoires quand on nous parle de compétences universelles et de bien contre le mal. Parce que qui est le bon, qui est le mauvais? C'est honteux. Et Macky Sall aurait dû prendre en charge cette question de Lamine Diack et il a été trop timoré de mon point de vue. Il a été un peu timide, un peu... voilà. Et on attendait un peu plus de leadership, spécialement quand il a donné tout ce qu'il a donné. Je parle de l'affaire Alstom notamment, qui allait périr. Et ça, c'est avéré. Les états financiers de Alstom montrent qu'ils étaient à l'agonie et que sans la commande de Macky Sall de 1200 milliards de francs CFA à la signature, sans compter les amendements, il mangeait la terre. Voilà, donc je voulais rappeler ça. Ils avaient donc des moyens d'action pour faire revenir le vieux Diack. Oui, mais moi je dis, il fallait que la voix sénégalaise soit entendue par sa porte la plus autorisée, à savoir le président de la République. C'est ça. On ne peut pas avoir un fils aussi valeureux. Complètement. Qui est traîné devant la justice et qui est kidnappé par la justice française. Parce que ce qui s'est passé, c'est proprement du kidnapping. Absolument, absolument. J'ai lu les conclusions de ces avocats qui ont fait la démonstration que ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil, la responsabilité de Lamine Diack ne pouvait être établie. Ce qu'il a fait, il a fait de la bonne gestion en décidant de surseoir à un certain nombre d'actions judiciaires le temps que l'on renfloue les caisses de l'IAF. Ça, c'est de la bonne gestion. Mais ils sont en train de faire une corrélation entre cette remise à une date plus propice. Parce que, écoutez, l'action en justice, toute action, moi j'ai dirigé de grandes entreprises dans ce pays-là. Complètement. Il y a ce qu'on appelle le principe d'opportunité. Le principe d'opportunité, c'est poser l'action au moment opportun. Tout à fait. Une action peut être bonne, mais poser aujourd'hui être mauvaise. Complètement. Il faut attendre le temps pertinent pour le poser. Lamine Diack, en tant que dirigeant d'une très grande structure, avait en face de lui la préparation des jeux et une affaire de corruption qui pouvait, de mille manières, compromettre la tenue de ces jeux-là. Mais
dès l'instant que ces faits-là ne seront pas couverts par la prescription, il lui était loisible de choisir la période et le temps de porter cette affaire-là devant la justice. On ne peut pas le lui reprocher. Absolument. Mais faire un raccourci en disant que le ralentissement des procédures est consécutif à un acte correctif, ça c'est, excusez-moi le terme, c'est du gros n'importe quoi de la part de cette justice française. Et moi je le dis, je voudrais que cette tribune-là soit pour moi l'occasion de dire combien je suis dépité par le traitement qui a été fait par la justice française de cette affaire-là, le traitement, à la limite, on ne va pas dire orgueilleux pour ne pas dire les gros mots, mais en tout cas un traitement malsain et dégradant qui a été fait à l'encontre de ce vieux-là. Nous, en Afrique, on a une rationalité. Les vieux, on les respecte. Complètement. Complètement. Nous, en Afrique, un vieux de 87 ans, on ne le traîne pas devant la justice, on ne le kidnappe pas. C'est ça. Nous, c'est ça. Non, sur le plan juridique, sur le plan juridique, je crois que l'Afrique doit reprendre son indépendance. Aujourd'hui, les Américains, on les juge aux États-Unis. Nous également, on doit avoir en tout cas cette dignité. Moi, je reconnais au président de la République, Macky Sall, je lui reconnais, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain. Non. Macky Sall n'a pas tout fait bien, mais il n'a pas tout fait mal. Il faut arrêter ces histoires-là. C'est clair. C'est clair. Je lui reconnais sur le plan international et sur le plan diplomatique un certain leadership. Macky Sall a quand même réglé le problème de la Gambie. Ça, qu'on le veut pas. Oui, alors on va en reparler. Macky Sall a réglé le problème du Burkina Faso. Qu'on ne le veut pas. Alors, ça aussi, on peut en discuter. Tu vois, voilà. Non, vas-y, je t'en prie. J'émettais une réserve simplement sur ces parties-là, mais il n'y a pas de souci. Allons-y. On peut faire toutes les réserves, mais en tout cas, il a une action déterminée, et il a assumé ces actes-là. Complètement. Que ces actes soient bons ou mauvais, mais je dis qu'il aurait pu avoir la même détermination à défendre un fils de ce pays-là. C'est ce que je dis. Absolument. Non, et d'ailleurs, tu poses la question du Burkina, par exemple, et je vais prendre ce dernier exemple-là, parce que, effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que Macky a fait beaucoup de choses et que tout n'est pas mauvais. Et que alors sur la question du Burkina, son intervention a été, mon point de vue, elle a envenimé les choses. Je parle de l'affaire Diendéré. Je rappelle que Macky avait d'abord mis le feu aux poudres, lui, en déclarant en prenant fait et cause pour Blaise Compaoré avant les élections. Il avait annoncé cette chose-là. Quand Blaise, donc justement encouragé par le syndicat des présidents, s'est quand même présenté, il a évidemment fait l'objet de lyre populaire qu'il a sorti dans le cadre ce qui était appelé la révolution populaire, etc. La correction, révolution pour corriger. Et alors Diendéré arrive par derrière, fait un coup d'État, et pour la première fois, en dépit de tout ce que la CEDEAO avait dit sur le fait de ne pas reconnaître des présidents qui arrivent au pouvoir par un coup d'État, Macky avait demandé l'amnistie pour les putschistes. L'amnistie. C'était quand même un peu fort de café, surtout quand on sait que Diendéré avait fait le coup d'État. Alors c'est un peu complotiste comme théorie, mais le coup d'État arrivait une semaine avant que l'affaire de l'assassinat de Compaoré soit appelée. Or, il se dit, et ça a été confirmé, que dans l'assassinat de Thomas Sankara, c'est Diendéré qui a tenu le pistolet. Donc, cette affaire-là était appelée, et une semaine avant qu'elle ne soit appelée, non, attention, il y a quand même des documents qui accréditent cette thèse-là. Et ces documents-là, Jeune Afrique avait fait un papier dessus, Blaise Compaoré l'a toujours défendu. Tant qu'il était là, ça ne pouvait pas prospérer. L'affaire Zongo. Je te rappelle que le RSP au Burkina Faso, le régiment de sécurité présidentielle, c'est vraiment ceux qui étaient le mieux équipés. Et Macky ne pouvait pas l'ignorer. Macky ne pouvait pas ignorer cette question-là. Je te rappelle que le parrain de l'Afrique de l'Ouest, sur beaucoup de questions, c'était Blaise Compaoré. De la même manière, il est l'équivalent de ce qui est Denis Sassou Nguesso dans l'Afrique centrale, et ce qui est en train de devenir aujourd'hui l'autre Paul Kagame, mais on n'aura pas l'occasion de faire ce débat-là. Je voulais juste faire cette réserve-là. Pourquoi ? Parce que
Parmi les bonnes choses que Macky a faites, moi je considère en fait qu'il y a la gestion du Covid, premier temps 1. Temps 1, c'est-à-dire dès qu'il a eu connaissance de tout ça, il a fermé les choses, il a pris un certain nombre de mesures. Et le temps 2, c'est ça qui est assez incompréhensible, qui suit, mais de manière arithmétique, la prise de décision de déconfiner de la France. Autant il suit la France quand elle prend la décision de confiner, et bon, c'est le principe de précaution, tout le monde applaudit. Mais quand il déconfine, il suit la France, alors qu'il n'a pas la même trajectoire de la pandémie. Mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça, justement quand on parlera de la partie scientifique. Alors, je n'ai pas vu les commentaires. Je ne sais pas si toi, tu vois les commentaires de là où tu es. J'imagine que non. Alioune Badara Bey. Oui, je vois. Non, alors je vais te dire, parce que je veux te les lire en fait au fur et à mesure, parce qu'il y a des interpellations. Alioune Badara Bey, je partage l'argumentaire, sauf sur celui de Diack. Alors, une contradiction. De par cette décision, il fausse l'équité sportive. Nous l'avons porté au pinacle, mais force est de reconnaître que le géant a été atteint de nanisme au crépuscule de sa vie. Un peu sévère, hein, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, Alioune Badara que je dois saluer au passage. C'est ça. C'est un ami de Saint-Michel qui est également un intellectuel de très haut vol qu'il faudra peut-être un jour inviter ici dans tes lives. Avec plaisir. Et, voilà. Avec donc, plaisir. mais là où je ne suis pas d'accord avec Alioune Badara, c'est qu'il est en train de faire du juridisme. Non. Aujourd'hui, on se situe au niveau des principes. La question est simple. Quelle doit être la position de l'État sénégalais et de tous les Sénégalais vis-à-vis d'un de ses fils qui est en train d'être jugé dans un pays alors même qu'on n'a pas respecté le principe de la présomption d'innocence. C'est vrai. On a empêché quand même à ce vieux, pendant 3 ans, de mettre les pieds au Sénégal, de sortir c'est-à-dire, il a été confiné avant l'heure. Oui. C'est-à-dire, Lamine Diack est le premier confiné. Tout à fait. Donc, moi, je dis, après, s'il veut, on peut aller dans le fond. Il doit faire la démonstration de l'existence de l'élément matériel, de l'élément moral, de tout ce qu'il veut. Oui. Mais d'ailleurs, le jugement qu'il porte, lui, il est en train de préjuger Lamine Diack avant même qu'il n'y ait une décision de justice. Lui, il pose une présomption de culpabilité. La justice, aujourd'hui, n'a pas encore rendu sa décision. La décision rendue n'a pas encore atteint la force de se juger. Et lui, il est en train de dire qu'il aurait faussé l'équité sportive. Il n'en est rien. On n'en sait absolument rien. Aujourd'hui, le procès, il est pendant devant une justice. Les conclusions sont déposées. Il appartient au juge d'en décider. Et la décision du juge n'étant pas encore connue, je suis libre, moi, en tant qu'Ibrahima Malick Thioune et Sénégalais, de dire que ma position est de croire, en la présomption d'innocence, mais en l'innocence également de Lamine Diack. Non pas tant parce qu'il est un Sénégalais, mais parce qu'il n'est pas un Sénégalais comme tous les autres. C'est un Sénégalais remarquable qui, du haut de ses 87 ans, n'a fait que servir de façon loyale le Sénégal à toutes les fonctions où il a pu être. Il fait partie de ceux qui ont pensé le Sénégal. Il fait partie de ceux qui ont construit le Sénégal. Il fait partie de ceux qui ont pensé Dakar. Il fait partie de ceux qui ont mis en place l'administration sénégalaise. Il fait partie des Sénégalais qui ont porté le sport africain au plan international. Il fait partie des premiers champions de France avec Papa Gallo Thiam. Il fait partie des premiers champions de France avec Thiam Papa Gallo. Donc, à cet homme-là, on doit un respect sans tâche, inconditionnel. Absolument. Moi, je suis de ceux qui croient que Lamine Diack doit être défendu par toute personne qui a jamais été sénégalais ou qui a jamais eu une relation directe avec le Sénégal. Y compris tous ces Français-là et toutes ces... Parce que Sébastien Coe là, mais Sébastien Coe, il n'est pas blanc comme neige. Aujourd'hui, j'ai vu dans les commentaires, Sepp Blatter, que n'a-t-il pas fait de mal à la FIFA? Platini est en train de se déambuler sur les plateaux de télévision. On a le Qatar qui va organiser la Coupe du Monde avec des climatiseurs. Les soupçons sur Sarkozy, qui pèsent sur Sarkozy pour lui avoir donné ça. N'y a-t-il pas eu rupture de l'esprit sportif en notant la possibilité pour l'Espagne d'organiser cette Coupe du Monde-là et en allant l'organiser dans un désert ça a perturbé le calendrier sportif. Mais écoute, sur le coût énergétique, l'empreinte carbone de cette Coupe du Monde-là, elle est détestable.
comment on peut jouer un match de football dans des stades climatisés? Non, mais bon. Moi, je suis d'un autre âge, hein, mais ça, je comprends. Mais je suis d'accord avec toi. Et donc, si ces personnes-là sont capables aujourd'hui d'être libres, moi, je crois que Lamine Diack doit être défendu. Et là, j'ai un bémol contre le président de la République. Je crois qu'il aurait dû être un peu plus incisif sur cette question-là, quand bien même je peux lui reconnaître que la diplomatie n'a pas besoin de bruit pour avoir les meilleurs résultats. Tout à fait. Mais alors, je pense que lui préemptait ta réponse justement, puisqu'il rapporte, il donnait comme argument justement qu'il considère quand même qu'il serait salutaire qu'il y ait une justice africaine forte, qui prenne en charge les affaires africaines. Il nous faut refuser de laisser juger les nôtres au moment où les USA, par exemple, refusent que les leurs soient jugés par des cours qu'ils ne reconnaissent pas. Et d'ailleurs, l'actualité récente avec Donald Trump qui a gelé, qui a mis en fait les magistrats de la CPI en fait sur une liste, puisque les magistrats de la CPI, alors je rappelle ça pour nos internautes qui suivent ça, la CPI s'est saisie en fait d'une question et allait enquêter en Afghanistan, je crois, sur des questions de torture et tout ça, qui mettraient en cause des Marines américains. Et Donald Trump n'a pas goûté cette décision et il a choisi de mettre tous les magistrats sur une liste en fait d'interdiction en fait de séjour sur le territoire américain. Donc voilà, des représailles en fait. Justement, qu'est-ce que ça t'inspire ça? Et de manière plus globale, les institutions multilatérales et la justice à géométrie variable. Les institutions multilatérales, et sur cette question-là, plusieurs choses. Il faut quand même reconnaître à Macky Sall le fait de porter aujourd'hui en bandoulière cette histoire de nouvel ordre mondial et de remettre l'humain au centre du jeu. Quand il dit nouvel ordre mondial, il ne faut pas aller comprendre toutes les théories complotistes qui se trouvent sur Internet. Le président Macky Sall veut tout simplement dire, quand bien même moi je ne suis pas... Le président Macky Sall veut dire qu'on doit repenser et restructurer les relations internationales sous un angle nouveau, sous un rapport nouveau. Et ça, c'est tout à fait normal. Oui. Même si la manière de faire de Donald Trump est une manière grotesque, mais en tout cas, il est en train de donner le signal qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ces relations internationales-là. Parce que ces relations internationales ne sont pas à équidistance des intérêts de tous les États. Il y a, comme qui dirait, des États qui sont servis par les institutions internationales et d'autres qui en sont desservis. C'est pour cette raison que Donald Trump, quelque burlesque, grotesque et ubiesque que ses actions peuvent être, il faut quand même lui reconnaître le courage de défendre des positions crypto-américaines. C'est ça. Ouais. Voilà. America First. Ça, c'est le devoir premier de tout président de la République. Un président de la République, il n'est président de la République que du fait de l'onction du peuple qu'il a élu. C'est ça. Donc, il doit défendre en première ligne les intérêts de ce pays-là. Donc, moi, je crois que ces relations internationales, d'ailleurs, il n'y a pas que Macky Sall qui appelle de ses voeux cette restructuration des rapports internationaux. Il y a également Macron qui le dit. Toutes les personnes qui appellent à sortir de l'Europe. Le Brexit est dû au fait que ce n'est pas que les Anglais ne veulent plus de l'Europe, mais ils veulent d'une autre Europe. Oui, complètement. L'ALENA, donc, il y a aujourd'hui une sorte de maelstrom qui est en train de prendre les relations internationales et il faudra trouver la voie africaine. Cette voie africaine-là, elle se fera par la mise en œuvre de toutes les décisions qui sont prises au niveau de nos institutions africaines-là, la CEDEAO, UEMOA, tout ça. Bon, moi, je crois que ce sont des trucs cosmétiques que les gens ont mis ici, mais on ne respecte pas les décisions. Tu sais, complètement. Sur le plan des droits humains, l'acte le plus parfait en termes de perception juridique, en termes de structuration juridique, c'est la Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, tout à fait. Mais c'est une déclaration, elle n'est pas connue pour les Africains qui ne la connaissent pas, mais deux, elle n'est jamais appliquée. Absolument. L'affaire Khalifa Sall en a donné d'ailleurs un bon exemple. Oui. Donc moi, je crois qu'il est bien d'appeler à un nouvel ordre mondial, mais il est également bien d'impulser un nouvel ordre local en remettant un certain nombre de choses à l'endroit, notamment sur ce qui est en train de se passer au Sénégal. On en a parlé la dernière fois. C'est ça. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Je voulais d'abord, avant de te donner la parole pour un dernier mot
sur un sujet de ton choix qui te semble pertinent et que nos débats n'ont pas permis d'examiner. Je voulais d'abord remercier chacun, et c'est un rituel aussi, le rituel de fin, individuellement en nommant tous ceux qui ont suivi ce live. Je parlais de Dabandoy, Bouyandiaï, Yeta Lopi, Alun Badarambaï, Batio Diouf, Sambou Sangaré, Kadiaka Bassen, Étienne Menia Bassen, Matou Marc, Marianne Diogo, Wamian Di Ezekiel Dembélé, Fofana Aliou, Elisa Dakou, Tiotio Youm, Raoul Lionel Ehemba, Ibrahim Assania, Alice Koulibaly, Mathurin Gueye, Gabi Ndiaye, Yenad Lochi, Jean-Christophe Château, Mamadou Sougouna, Assitan Fofana, Alun Badarabey, Adia Marie Tiawasek, Alun Sarr, Louise Badian. Attends, c'est ma tante, Adia Marie Tiawasek, c'est ma tante. Il faut lui faire un coucou particulier, hein, absolument, avec ses filles, absolument. Adi Toro, Marie et tout ça. Voilà. Alors, on a un live qui a particulièrement duré et pour lequel, par contre, les gens ne se sont pas découragés. C'est toujours un indicateur de la qualité de l'invité, mais aussi de la tenue des débats. Je voulais te remercier du fond du cœur pour ce temps-là et te donner la parole pour voilà, saluer, dire quelque chose, un mot avant qu'on finisse. Ben bon, le mot que je vais dire, c'est un remerciement à ton endroit, parce que bon, vu la qualité du plateau que tu offres, être invité est forcément un privilège. Et merci. Je dis que je suis très privilégié d'être parmi tes invités. Et j'appréhende à chaque fois que je dois échanger avec toi, j'appréhende le moment parce que je te sais d'une perspicacité hors norme. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ça. Et je remercie toutes les personnes qui ont sacrifié leur moment en suivant, réfléchir sur certains thèmes d'actualité. Bon, c'est ça que je vais dire. Mille merci. Écoute, tu connais le bonheur avec lequel je te reçois et tu sais que ce n'est pas de la courtoisie. J'apprécie particulièrement le moment que nous passons ensemble et je dois dire qu'à la vérité, pour cette fois, l'initiative ne vient pas de moi, mais elle a été demandée et j'ai des messages abondants qui viennent de ton intervention de la dernière fois dans laquelle il demandait que l'on refasse ce format-là, ce type d'entretien. Et donc, je réponds, j'accède à une demande générale. Je voulais te remercier de la bienveillance avec laquelle tu participes à ça, le temps que tu distrais de ton agenda. Je t'ai appelé, tu faisais du sport tout à l'heure, et je voulais te remercier d'avoir trouvé le temps pour faire ça, et te donner rendez-vous pour le prochain live qu'on va faire à deux sur la question de la science en temps de Covid. Et ça nous permettra d'aborder tous les sujets qui sont connexes à la gestion du Covid et de mettre à contribution l'abondante littérature que tu produis dans des journaux très lus au Sénégal, que j'invite les uns et les autres à aller regarder. Voilà, merci infiniment Ibrahima Malick-Thioune, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Et à très bientôt. Merci Frangin. Merci.